Les bonnes idées valent toujours la peine d'être écoutées. Sous le haut patronage du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Augustin Kabouya, le corps de l'élite scientifique de l'UDPS a uni ses forces et lance du 6 au 7 juillet 2022 à King Plaza, Bayreuth, sa première conférence sur les défis du développement de la République démocratique du Congo. Plusieurs éminents auteurs seront au rendez-vous autour du thème principal. Science au service du peuple prit les rendez-vous. Car c'est ici que les intelligences se réunissent pour une initiative unique en vue de développer la RDC. Pour toute information, contactez le numéro le plus 243 89 95 49 969 ou le plus 243 81 78 38 089. Donc, nous allons à présent parler du choix des matériaux et constructions durables en RDC. Cette présentation sera faite par mon maître. Il est toujours très difficile de présenter son maître. Alors, il est docteur en sciences de l'ingénieur et spécialiste en ressources minérales et en matériaux de construction. Lui, c'est le professeur Raphaël Matamba Jibikila, que je vous prie d'applaudir pendant qu'il s'avance. Ok, merci beaucoup. Donc là, je reviens pour parler d'un sujet qui est le mien, donc un sujet lié aux matériaux et à la durabilité des infrastructures ou globalement en fait, des constructions en RDC. Alors, voilà. Ça, c'est une photo, j'ai toujours parfois présenté ça. On peut voir une construction qui s'effondre tout de suite. Mais tout de suite, on peut penser à un mauvais dimensionnement de la structure qui peut conduire à ça. Mais je peux aussi dire que ça peut être dû à un mauvais choix des matériaux déjà lors de la mise en place de ces bâtiments. Alors, là, vous avez le sommaire. Donc, je vais d'abord vous parler des matériaux d'une façon générale. Et puis, c'est seulement après que je vais vous parler du choix de ces matériaux-là pour un développement durable. Alors, quand je dis matériaux, donc c'est très difficile de parler de tous les matériaux. Il y en a plein. Donc, vous avez le bois, les pierres naturelles, les granulats, les liants, ainsi de suite. Mais ici, je serai très bref pour vous parler juste des matériaux qui sont un peu communément utilisés ici chez nous. Alors, ou pour lesquels quand même aussi j'ai beaucoup de données. Alors, on parlera principalement des liens hydrauliques. Quand je dis liens hydrauliques, je vais parler du ciment. Le ciment est beaucoup plus utilisé chez nous et tout le monde en parle. Je parlerai aussi un peu du chaud hydraulique qui n'est pas du tout utilisé ici en RD Congo. Alors, en parlant du ciment, parce qu'on sait qu'on peut avoir des produits à base de ciment. Alors, si vous faites la chaux ou le ciment qui sont des liants avec de l'eau, vous obtenez pratiquement ce qu'on appelle des mortiers. Alors, si vous y ajoutez des granulats, vous avez du béton, ça c'est classique. Alors, je vais aussi vous parler des matériaux qu'on appelle des matériaux en terre crue ou en terre cuite. Alors là, vous avez ceci. Vous pouvez avoir les terres crues, c'est-à-dire je peux avoir des tuiles, des briques, ainsi de suite. Mais si vous les mettez au four après la cuisson, vous pouvez aussi avoir pratiquement des matériaux cuits. Alors ça, c'est quand même aussi utilisé. Et je vais vous parler des pierres naturelles, c'est-à-dire des concassés et de ces roches-là très rapidement. Alors, du point de vue technique, le choix de ces matériaux est généralement dicté par les propriétés. Alors, les propriétés, il y en a de plusieurs types. Physique, mécanique, propriétés chimiques, physico-chimiques, propriétés thermiques, la liste, je peux l'allonger. Mais, traditionnellement, ici chez nous, ce sont les propriétés mécaniques qui comptent beaucoup plus.
Alors, quand je dis propriété mécanique, on voit beaucoup plus la résistance mécanique, que ce soit en traction, en compression, ainsi de suite, sont des résistances lorsque ces matériaux sont sollicités. Et parfois, on oublie d'autres types de propriétés que j'ai données. Alors, ici, on va vous parler maintenant du choix des matériaux. En dehors de ces propriétés mécaniques, il y a le problème de durabilité des matériaux. Ça peut être résistant après 5 ans et ça n'est plus. Ça peut être résistant aujourd'hui et 1 mois après, donc une bonne route, un beau bâtiment et que juste après, ça ne fonctionne plus. Alors là, il faut aussi y ajouter le contexte qu'on appelle celui de développement durable. Donc ça ne se place plus comme à l'époque, il y a 50 ans, il y a 40 ans, où pour construire, j'ai le choix, je peux acheter du ciment, je peux construire ma maison et tout se passe bien. Non. Mais là, on vous dit, toute construction doit s'inscrire dans le cadre d'un développement durable. Alors, le développement durable, c'est quoi? C'est un développement, comme on l'a dit brièvement, qui s'appuie sur des technologies propres, des activités qui émettent moins de gaz à effet de serre. Donc, si vous savez que votre matériau, peut-être lors de sa fabrication, il y a eu émission de gaz à effet de serre comme le CO2, alors ce n'est pas un bon matériau. Alors, parce qu'il pollue l'environnement et il y a les problèmes de réchauffement climatique. Qui encourage la gestion durable des ressources minérales. Alors, avec le problème des recyclages, si vous faites un choix des matériaux qu'on peut recycler facilement, c'est-à-dire des déchets, des rejets, vous serez encouragé que quelqu'un qui va à une carrière pour trouver des concassés, pour trouver du sable, ainsi de suite. C'est ainsi que ça se développe en Europe, des sables recyclés, des granulats recyclés, c'est commun. Alors, vous pouvez avoir un pont en béton. Je peux avoir une maison comme ça. Cette maison, c'est en Bazangungu, Kitala, pour ceux qui connaissent là. Alors, vous voyez que c'est construit en pierre naturelle. Pas béton, ciment, non, pierre naturelle. Et les liens, apparemment, c'était de la chaux hydraulique. Donc, mais ce bâtiment est toujours là. Vraiment, vous arrivez là, vous verrez que non, c'est une maison. Alors, ça, c'est un bâtiment en terre cuite. Bon, j'ai aussi une maison comme ça, les gens vivent, non? Mais le problème maintenant, c'est quel est le choix? Alors, pour faire votre choix, vous devez tenir compte des propriétés mécaniques, qui sont d'abord très importantes, mais maintenant, tenir compte de l'environnement. Alors, ça, je l'ai dit, le ciment, il est beaucoup plus utilisé. Donc, même le DG de l'OVEDA, en parlant d'ici, dit il faut qu'on construise des entreprises pour fabriquer du ciment. Mais le ciment, en fait, il est à décourager, d'ailleurs, aujourd'hui. C'est pourquoi vous voyez sur les sacs qu'il y en a de plusieurs types. Je vous en parle. Si vous avez des routes comme ça, des chaussées rigides, donc il a dit lui-même ici qu'on peut bétonner, donc on peut faire des routes en béton. Alors qu'il dit béton, déjà on voit les ciments. Quand on asphalte, c'est le bitume, c'est un lien hydrocarboné. Les ciments, c'est un lien hydraulique, ça, c'est connu. Mais ça, on a tendance à abandonner ça. Alors, des immeubles comme ça aussi, des ciments, parce qu'il y a de fortes résistances mécaniques et on peut, par exemple, utiliser du ciment. Mais le problème, c'est quoi? Est-ce que le ciment s'inscrit dans le cadre d'un développement durable? Non. Lors de sa production, pour faire le ciment, on a besoin des calcaires, de l'argile, qu'on va pulvériser et mettre dans un four. En les mettant vers les 950 000 degrés, il y a les réactions de décarbonatation, c'est-à-dire la calcite se décompose en chaux et en CO2. Voilà, c'est là. Alors ça, c'est un problème important, CO2. Et vous pouvez vous imaginer combien de tonnes de ciment sont produites par jour ou par an. La Chine, l'année passée, venait de dépasser les 6 milliards de tonnes de ciment. Alors, si on fabrique ce type de ciment, c'est qu'il y a 6 milliards de tonnes de CO2. Alors, pour ces matériaux-là, comme ils polluent l'environnement, ce n'est pas un matériau qui s'inscrit dans le cadre d'un développement durable. Alors, pour ça, challenge pour ce type de ciment, on vous dit 1000 kilos de CO2, donc 1 tonne de CO2, et c'est émis lors de la production d'1 tonne de ciment. Alors, autre chose, le problème des consommations d'énergie. Quand vous parlez du ciment, il faut y avoir des fours. Et quand vous parlez de fours, il faut des combustibles. Donc, il faut des ressources, par exemple, qui sont utilisées ici comme du charbon. Or, le charbon, c'est un combustible fossile. Lors de sa combustion, il y a des dégagements de CO2. Et ça contribue à la pollution. Alors,
Comme je dis aussi, développement durable, pour faire du ciment, pour faire 1 tonne de ciment, il faut 1 tonne de ressources naturelles. Or, le développement durable nous dit quoi? Il faut laisser en place des ressources naturelles et recycler. Alors, si pour faire le ciment, il faut aller dans des carrières, tout ça, donc pratiquement, ça ne respecte pas ce processus-là. C'est pour cela que vous verrez, pour ceux qui sont attentifs ou qui sont en construction, que on a réfléchi, les Européens ont mis en place une norme pour laquelle ils ont défini beaucoup de types de ciment. Alors, si vous regardez sur vos sacs, vous verrez beaucoup plus, on a écrit CEM1, CEM2, CEM3, ce n'est pas par hasard. Le CEM1, c'est le ciment classique qui était produit, qui polluait vraiment l'environnement. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'ajout. Comme il n'y avait que des calcaires et de l'argile, il y avait beaucoup de pollution. Alors, le CEM2, c'est un ciment composé. Ça veut dire que pour prendre seulement des roches calcaires et de l'argile, comme il y a beaucoup d'émissions, maintenant on prend un peu, mais on ajoute d'autres produits, de sorte que les émissions soient faibles. Mais le grand problème est que dès que vous commencez à combiner comme ça en termes de ressources, les capacités mécaniques diminuent. Ce qui veut dire que le ciment le plus résistant, c'est le CEM1, par sa composition chimique et minéralogique, et les autres types de ciments ont des résistances parfois faibles. Mais on les préfère parfois parce que en termes d'environnement, ces ciments respectent l'environnement. Alors, la norme est claire là-dessus, je vais passer en détail. Alors, vous verrez sur les sacs, pour ceux qui veulent voir, il y a CEM1, CEM2, et il y a par exemple, des trucs comme ça. Mais pour les spécialistes, ils savent lire le code. Quand on me dit CEM2, je sais déjà que c'est un ciment qui respecte l'environnement par rapport à CEM1. Alors, tout ce qui suit, il faut, la norme dit, après, vous devez dire maintenant pour ces ciments-là, vous avez ajouté quoi? Parce que chaque application, je ne peux pas pour faire une route, je vais prendre par exemple CMDBL, non. Parce qu'il y a certains ajouts chimiques qui font que s'il y a par exemple de l'eau qui attaque ce béton-là, directement ça détruit votre liant qui est le ciment. Alors ça, c'est un problème. Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Si je ne parle que du ciment, ça peut me prendre même 2 jours. Alors, brièvement, je vais expliquer. Mais il y a un problème. Ça, c'est un sac que j'avais vu ici, parce que quand j'avais fait une formation à l'OCC, à l'époque, j'avais formé ces gens-là sur le contrôle qualité ciment. J'ai pris cette photo, regardez bien en bas là. Ça veut dire qu'ils utilisent la norme européenne 197.1, CEM2. Mais il n'y a rien qui montre que CEM2, oui, c'est un ciment composé. Mais qu'est-ce que vous avez ajouté? Alors qu'il y a même 10 types de composants qu'on peut ajouter au ciment. Et je ne sais même plus si j'utilise ce ciment, est-ce qu'il est bon pour la construction d'une maison? Il est bon pour la construction d'une route? Parce que quand j'ai une maison, effectivement même une maison, il y a des murs extérieurs qui sont, par exemple, en face des agents atmosphériques. Il y a les murs intérieurs, les cloisons. Donc tout ça, il faut un ciment spécifique. Et tout ça, ça fait que votre ouvrage va durer. Alors je leur ai dit, comment vous faites des ciments comme ça? Alors ça, ça ne peut même pas passer. L'OCC ne peut même pas faire passer des trucs comme ça. Et à l'époque, ils m'ont dit non, ils ajoutaient des scories qui venaient du Katanga. J'ai dit c'est faux. Du Katanga, des scories jusqu'ici à Lokala, ça n'a pas de sens. Donc c'est par quelle route? Alors ils mentaient. C'était arrivé là. Et curieusement, j'ai vu qu'ils ont changé. Pour les gens qui sont dans ce monde-là, ils vont voir maintenant les nouveaux sacs. Regardez maintenant. CM2, ils ont tout mis. AL, tout ça, ça c'est lu. A veut dire, par exemple, que non, ils ont ajouté, c'est le clinker, mais en grand pourcentage. LL veut dire, c'est les limestone, des filaires calcaires. C'est une poudre qu'on ajoute au ciment pour augmenter l'ouvrabilité du béton. Donc, si vous avez un béton qui ne résiste pas beaucoup, si vous mettez cette poudre là-bas, le béton devient très résistant. Alors, 42.5, c'est quoi? C'est la résistance en compression à 28 jours. Donc, on voit déjà un ciment de 42, un ciment de 32, un ciment de 52, c'est différent. Si vous voulez construire, par exemple, des ouvrages très résistants, vous pouvez prendre ce type de ciment-là. R veut dire quoi? Prise rapide. Si je veux faire un ciment et un béton, pour que après, par exemple, 8 heures, qu'il soit déjà dur, R, c'est rapide. Mais si vous voyez N, ça veut dire normal. Ce sont des codes qui sont dans des normes. Alors, voilà, ils avaient changé, j'étais content. Alors, autre chose, il y a ceci, 32.5 aussi, les gens utilisent ça. Alors, regardez, il y a aussi des ciments spéciaux. Je pense que les DG de l'OVD l'a dit ici, et j'ai aimé que, par exemple, cette présentation, ça soit à côté des vraiment infrastructures routières. Mais quand ils nous font une route, la durée de vie d'une route, c'est connu. On peut dire, par exemple, pour les chaussées, par exemple, rigides, je peux aller jusqu'à 30 ans.
Mais vous-même, vous êtes à Kinshasa, vous pouvez voir une route. À un moment donné, au bout de 5 ans, la route commence à se détériorer. Je ne parle pas, par exemple, du bitume, en fait, des routes asphaltées. Je parle, moi, des routes bétonnées avec du ciment. Mais c'est tout à fait normal. Il y a des ciments spécifiques, comme je l'ai mis là. Quand on dit, par exemple, HES, High Area Strength, ça veut dire que des ciments, par exemple, haute résistance au gainage. Quand on vous dit HSR, ça c'est important, ce sont des ciments résistants au sulfate. Si vous voulez faire des égouts, les gens qui construisent chez eux, par exemple, pour les fosses septiques, tout ce qui arrive là-bas contient des sulfates. Les eaux usées consomment, et les sulfates attaquent beaucoup plus les ciments classiques, les CM2 que vous ajoutez. Alors, pour avoir une longue durée de vie de vos ouvrages, il faut utiliser des ciments haute résistance au sulfate. Alors, je peux aller en détail, il y a beaucoup de choses, mais le problème c'est quoi? Le bon choix, comme je dis ici, dépend de ce que vous devez faire. Est-ce que ce sont des mortiers, des bétons, les 32.5 pour des mortiers, ça peut aller. Est-ce que le temps de décoffrage, là on peut voir la classe de résistance. Température ambiante, attention, le ciment dépend de la température qui est. Donc, une route que vous construisez en Belgique, où il y a des températures, c'est un climat tempéré, et une route à Kinshasa, c'est pas la même chose. Ici, il fait très chaud. Et comme il fait très chaud, on vous dit, il ne faut pas des 32.5. Oh, regardez les gens quand ils construisent ici. C'est les 32.5. Mais pour lui, comme ça dure, c'est solide, non. Mais ça peut, par exemple, au bout de 5 ans, les fissures commencent à apparaître, vous ne saurez pas. Donc, une température ambiante très élevée va faire qu'il y aura certaines réactions. Il y a beaucoup de choses que je peux dire dedans, mais je n'entre pas en détail comme je suis coincé par le temps, que le ciment n'est plus bon et l'ouvrage créé ne dure plus. Alors, par exemple, absence d'agents agressifs, les sulfates. Quand je construis un béton où je sais qu'il n'y aura pas des eaux usées qui vont arriver là-bas, alors je peux utiliser notre type de ciment. Mais si vous faites vos routes ou vos égouts, je vois, il y en a ici, mais il faut utiliser des ciments haute résistance au sulfate. Sinon, ce sont des bétons qui n'auront pas une longue durée de vie. Alors, il y a beaucoup de choses. Ouvrage des masses courantes, donc vous avez des natures des granulats. Ah, ça c'est un problème. Quand les gens font du ciment, du béton, ils vous disent non, on a besoin de la caillasse. Mais la caillasse en elle-même, c'est quoi? Ce sont des roches concassées. Mais les roches encore, c'est quoi? Il y a beaucoup de types de roches. Si vous allez à Luka, là, ce sont des calcaires. Si vous êtes ici à Kinshasa, ce sont des grès. Les grès rouges là que vous voyez. Mais il faut voir la composition de ces grès là. Il y a des ciments qu'on dit low-alkali. Donc, il faut un ciment dont le contenu, quand je dis le contenu, la composition chimique, les éléments chimiques, ne réagissent pas avec les éléments qui sont dans les granulats. Alors, les low-alkali, ce sont les alcalis qui se retrouvent beaucoup, qui réagissent avec le quartz qui est dans les grès. Alors, ces types de ciments aussi, on les fabrique et c'est normalisé. Donc, il y en a plus que 27 types. Si je dois aller en détail, mais à cause du temps, on passe. Alors, je vais dire, c'est ainsi que j'ai vu cette entreprise. Ils vous fabriquent maintenant HRS. Il vous dit haute résistance au sulfate. Et si vous allez sur les sites, ils disent, nous sommes les premiers à en fabriquer au Congo. Mais pourquoi? Parce que personne n'en parle, personne ne connaît. Mais là, ils disent même, utiliser ça pour les égouts, pour la... Donc, alors que ça devait être les gens comme l'OCC, les BTC, qui devaient, par exemple, dire, pour ce type de construction, voilà les ciments adaptés. Mais eux-mêmes voient que vous utilisez tout pour les mêmes ouvrages. Alors, brièvement, je dois aller vite. Voilà, j'ai dit, ceci, on peut faire encore un exposé dans ces cas-là. Tout ça, ça ne se choisit pas au hasard. Et les couleurs, là, j'ai demandé à quelqu'un, j'ai dit, tu construis une maison, il dit, quel ciment? Il dit, non, bande rouge. Je comprends, ils ne sont pas du domaine. Mais pour utiliser un sac de ciment, il faut d'abord savoir c'est pour quelle utilisation et faire un choix, par exemple, optimal. Alors, il y a la chaux hydraulique, je passe. Les briques cuites, je peux en parler en passant rapidement. Les briques cuites n'ont pas beaucoup plus de problèmes. Par rapport à l'environnement, il n'y a pas de décarbonatation, mais c'est le problème d'énergie. Vous avez des briques cuites, vous devez mettre au four et les températures, la consommation des énergies énergétiques est élevée. Alors, c'est pourquoi on peut dire que tout ça. Mais attention, en Europe, pour des constructions, souvent, pour des constructions, c'est en briques cuites. Et ils vont faire l'analyse des cycles de vie comparés. Par exemple, une construction avec des briques qu'on appelle les parpaings, sont des blocs de béton. Avec ces briques, qu'est-ce qui est bien?
Alors là, je peux dire ce qui est important. Alors, les briques crues, compressées, ça c'est, en termes de durabilité d'environnement, c'est apprécié. Donc, on peut faire des briques qu'on ne met pas au four, mais juste crues. On mélange un peu avec de la chaux. Et à de fortes pressions, il y aura des réactions chimiques qui vont faire que il y aura des composés qui vont naître et faire que la brique soit beaucoup plus résistante. Et ça s'est fait déjà ici. On les appelle briques stabilisées à la chaux, tout ça. Mais pourquoi on les fait? C'est pour les problèmes environnementaux. Alors, je passe. Voilà, on peut avoir des constructions comme ça, ainsi de suite. Alors, des maisons comme ça peut. Mais si ça respecte l'environnement et c'est résistant, pourquoi quelqu'un, pour construire une maison, 3 chambres, tout ça, doit avoir besoin du ciment 42.5? Ah non. Alors, il faudrait qu'il y ait même des bureaux, donc ça, c'est parmi les recommandations pour des conseils du genre. Il y a aussi, par exemple, on peut construire avec de l'argile, où on peut y ajouter de la paille, tout ça, pour essayer un peu de l'armer, comme pour les bétons armés, et ça peut être durable. Il n'est pas dit que pour construire bien, il faut construire seulement avec le béton, c'est propre, non. Vous construisez, vous polluez, et parfois, ce n'est pas durable. Alors, je chute, donc je vais dire que vous pouvez avoir des constructions comme ça, qui sont durables, des constructions comme ça, avec des briques, avec des roches naturelles. Je peux avoir ça, mais les gens voient maintenant qu'on peut aménager les containers, comme ça. Voilà. Donc, tout ça, c'est un problème de développement durable. Est-ce que cette façon de faire est mieux, par exemple, que faire du béton, tout ça? Si c'est mieux, on préfère ça. Et vous êtes même subventionné. Alors, c'est pourquoi, pour toutes ces structures qui existent déjà, Bureau technique des contrôles, OCC, tout ça, je voudrais bien qu'avant même dans le projet, il faut faire d'abord un choix optimal de matériaux. Un choix optimal parce qu'on construit. Mais ce qu'on fait généralement, ingénieurs que nous sommes, c'est quoi? C'est des calculs techniques. Donc, c'est au terme des mises en œuvre, par exemple, telle quantité de sable, telle quantité, pour avoir un bon béton. Ça, on connaît. Mais déjà, le sable en question, déjà le ciment, est-ce que c'est le meilleur? Alors, j'ai dit, il faut programme de renforcement de capacité. Les normes sont là. Mais quand vous allez à l'OCC, je vous demande, les C3S, c'est quoi? On ne connaît pas. Je l'ai fait dernièrement. Vous sentez qu'ils ne savent pas. Alors, il faut renforcer les capacités de toutes ces personnes qui sont là pour leur montrer que voilà, comme vous devez contrôler les sacs de ciment, tous ces matériaux qui viennent, ainsi de suite, voilà ce que vous devez faire parce qu'ils ont les normes mais ils ne les comprennent pas. Alors, il y a aussi renforcer et moderniser les équipements. Il n'y a pas d'équipement sophistiqué. Pour détecter les composants du ciment, ils ne font que des analyses chimiques classiques. Alors qu'aujourd'hui, il faut faire des analyses minéralogiques pour déterminer les composants minéralogiques. Et quand vous allez à l'OCC, ils me disent que ça coûte cher, 100 000 $, on n'a pas d'argent. Je dis, mais c'est ainsi que vous laissez des faux matériaux entrer et les gens s'en utilisent comme ça. Renforcer les programmes de formation des filières spécifiques, bien BTP, génie civil. C'est à ce niveau-là que j'ai constaté que dans le cours des matériaux qui sont donnés, c'est des informations, ils n'entrent pas en détail. C'est beaucoup plus les calculs. Mais ça, il faut aussi qu'on les fasse et sanctionner sévèrement les contrevenants. Mais sinon, pour le développement durable, je peux utiliser cette hutte et je respecte l'environnement. Bon, merci. Merci beaucoup, monsieur le professeur Raphaël Matamba, pour cette brillante présentation. Ouf.